Bonsoir à tout le monde. Très heureux d'être parmi vous ce soir pour vous parler du BIM et du Smart Hospital avec mon cher collègue Cardam Digital Alexandre Found. Donc on va faire ça à deux, on va se passer le micro de temps en temps et on va garder les questions-réponses pour la fin. Restez jusqu'à la fin parce que c'est la partie vidéo, la partie qui est intéressante, elle est plutôt à la fin qu'au début. Donc voilà. Je commence, mon cher Alex ? Allez, à toi. Merci. Donc moi, je me présente Michael Guyenet-Delec. Ça fait à peu près 25-26 ans que je travaille dans le domaine du jumeau numérique, avec une spécialisation sur les systèmes d'information géographique, donc plutôt la cartographie, les territoires intelligents, on va dire l'extérieur. Ces 10 dernières années, je me suis plutôt focalisé sur les bâtiments intelligents. Et ces dernières années, j'ai rejoint OnePoint pour travailler sur ce périmètre. Donc je vais vous parler un petit peu de OnePoint parce qu'on n'a pas de stand ici. On est invité très gentiment par Cardam Digital. Et on a gagné dernièrement un gros dossier ensemble. Et donc par rapport à OnePoint, c'est ce qu'on appelle vulgairement une ESN, donc une société de services numériques. On est à peu près 3500 personnes. 100% du capital est détenu par les personnes qui vous parlent. Donc ce n'est pas des fonds externes ou autres. Et on fait évidemment du B Corp, de l'Ecovadis. Donc tout ce qui est RSE est intrinsèquement lié aux activités et aux missions d'impact de OnePoint. On fait à peu près 500 millions de chiffres d'affaires. On est répartis en France, essentiellement les grandes villes françaises, et aussi quelques pays dans le monde, alors Canada, États-Unis, Singapour, le Maroc dernièrement. Et donc on a vocation à se développer sur des sujets autour du bâtiment intelligent. Et ces derniers temps, on s'est focalisé sur ce qui nous intéresse beaucoup autour de la santé, et notamment un sujet dont on vous parlera tout à l'heure, qui concerne le dernier hyperviseur qui a été mis en place en Europe, qui concerne l'hyperviseur du CHU de Nantes, plus gros projet européen de ces 10 dernières années. Donc, je vais, si tu veux bien switcher, mon cher ami, passer sur la suite. Quand on aborde un hôpital, on n'aborde pas forcément un élément tertiaire, un hôtel ou autre. Chacun a quelque part ses spécificités. Donc, on a différents éléments avec des convictions. Il y a des évolutions réglementaires. On entend parler du décret Bax et un certain nombre d'autres éléments. Excusez-moi, de temps en temps, il y a des choses que je peux oublier. Donc, on a un cadre réglementaire sociétal. On a des choses qui évoluent. L'aspect, on va dire, écologique ou le fait de penser au carbone, des éléments comme ça sont de plus en plus présents. Le fait de penser à l'efficience énergétique, à la réduction de nos consommations de performance énergétique. Mais quand on parle d'énergie, ce n'est pas que l'électricité, c'est le gaz, les fluides, l'électricité, tous les éléments qui peuvent servir à alimenter un hôpital, qui peut avoir évidemment des besoins différents de celui d'un siège social d'entreprise. Tous ces éléments-là, plus un fort développement de tout l'informatique ces dernières années, font que des éléments qui n'étaient pas forcément aussi présents dans un hôpital et qui ont vocation à aller faire de la fédération vers l'utilisation de maquettes numériques en 3 dimensions vont en s'accélérant ces dernières années. On sait que dans un hôpital, on peut avoir des dessinateurs projeteurs qui avaient l'habitude de faire les mises à jour d'un hôpital sur AutoCAD. Parfois, il y avait 1, 2 ou plusieurs dessinateurs qui étaient présents en continu parce que c'est un milieu qui vit beaucoup. Ces dernières années, maintenant, ils font ça avec du Revit, avec de l'Archicad, sur des plans, sur des maquettes en 3 dimensions, dans lesquelles ils mettent la richesse, alors pas que les façades, les structures, et ainsi de suite, mais tous les équipements techniques, le biomédical et ainsi de suite. Et c'est de plus en plus poussé pour que le bâtiment dans son intégralité, et pas que sur les aspects, on va dire, CTA, CVC, plomberie et ainsi de suite, soit pris en considération. Donc ça devient de plus en plus un tout qu'il faut penser en lien avec la réglementation et les éléments. Donc, on a la partie technologique, elle est là pour répondre aux besoins, donc elle n'est pas là pour décider de comment on doit faire les choses, mais elle est là pour aider à mettre en place des choses. Cette partie technologique, elle n'a pas changé. Les données sont toujours hétérogènes, le sujet de la performance est toujours présent, et on a un certain nombre d'éléments qu'on rencontre entre le fournisseur d'un bâtiment qui fournit ces données d'une certaine façon et celui d'un autre bâtiment qui va les fournir d'une autre façon.
Exemple, en BACnet, il y en a un qui va dire démarrer, c'est 1, et l'autre qui va dire démarrer, c'est 0. Voilà. Donc il faut évidemment que cette hétérogénéité, cette corrélation, elle se fasse. Et donc on a une notion d'interopérabilité des données qui, dans un CHU ou dans un CH ou dans une clinique, peut être plus important parce que les éléments qu'on va manipuler vont au-delà de ce qu'on peut trouver dans un bâtiment tertiaire classique. Et évidemment, le triptyque, c'est l'individu, mais l'individu au sens de celui qui exploite le bâtiment, du mainteneur, mais également du médecin, de l'administratif, des techniciens, des développeurs. Il y a une DSI dans un hôpital ou une DSN, on l'appelle comme on veut, et un ensemble d'écosystèmes et de fournisseurs qui est très complet. Et donc, ces individus, que ce soit des techniques, mais aussi des administratifs, des soignants, des patients, des visiteurs, voire des chercheurs et des étudiants, doivent pouvoir interagir et accéder à de la donnée en fonction de leurs besoins. Et donc tout ça, les maquettes BIM en font partie, l'interopérabilité en fait partie, et est de plus en plus, on va dire, prégnant et présent au sein de ces sujets. Mon cher ami, toc. Alors, on a quelques convictions. Je ne vais pas lire, c'est pas intéressant, je vous l'ai dit comme ça. La première, c'est que le bâtiment il doit être connecté et intelligent. On a de plus en plus de labels qui sont mis en avant sur les projets actuels. Il y en a un qui est connu, c'est R2S Forcecare. Après, vous avez WorldScore, vous avez SmartCore, vous en avez un certain nombre comme ça. Et si on va sur les côtés carbone, HQE et autres, BIM, BRIM et compagnie. Donc, ça, c'est un ensemble d'éléments qui se positionnent pour dire un bâtiment, pour qu'on puisse l'utiliser le mieux possible, il faut qu'il soit le plus connecté possible. Donc, dès la conception-construction, on va se dire, il me faut des réseaux, il faut que ces réseaux ils soient adaptés, il faut qu'ils parcourent les différents éléments de l'infrastructure pour pouvoir remonter et capter l'information. Autre partie, il faut que ce soit sécurisé. Alors, quand on pense sécurité, au-delà de la cybersécurité, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, et c'est bien normal parce qu'il y a de plus en plus d'hôpitaux qui se font, entre guillemets, braquer, on a aussi des aspects de sécurité du type alerte attentat, alerte plan blanc, anti-rapt, anti-fugue et ainsi de suite. Donc il y a aussi une notion de sécurité humaine qui nécessite de pouvoir interagir sur le bâtiment en fermant des portes quand on le donne. La conséquence, c'est que l'hôpital il doit être le plus communicant possible, aussi bien en interne vers ses différents fournisseurs, vers ses différents prestataires, que vers l'extérieur. On peut avoir besoin de récupérer de l'information qui vient aussi de l'extérieur. Et le dernier que j'ai mis ici, parce qu'il est présent ces dernières années, c'est toute la partie efficience énergétique dont je parlais tout à l'heure. Donc je ne reviens pas dessus, c'est l'aspect bas carbone, mais pas que. Je vois que je suis un peu long, hein, non ? Ça va. La journée. Merci. Alors ça, c'est une déclinaison pour l'hôpital de ce qu'on peut retrouver sur d'autres schémas, notamment fournis par la SBA, dans lequel sur les briques basses, vous avez le back-office, des réseaux, notamment on n'oublie pas les réseaux 5G qui de plus en plus sont positionnés, qui permettent d'avoir de la communication, des chambres connectées, des équipements biomédicaux, ça c'est de plus en plus important, et des équipements techniques du bâtiment. Donc on retrouve bien tous les éléments du bâtiment et on retrouve bien tous les éléments qui sont spécifiques à un hôpital. Là-dessus, on va avoir une plateforme de service, en l'occurrence celle de Cardam Digital, dans le cas qui nous nous intéresse, qui va permettre de fédérer et de délivrer, alors avec une connexion vers l'extérieur, évidemment, données externes, hébergement, météo, trafic. Le trafic, c'est intéressant aussi pour savoir quand vous avez une ambulance qui arrive, si elle va mettre plus ou moins de temps et quand est-ce qu'elle va arriver. Et des SI externes, la médecine de ville, les autres ETS, ESM et ainsi de suite. Donc on fédère, on fait des services SOC, des services complémentaires, et le propre d'un hyperviseur, c'est d'avoir évidemment du front, donc des applications qui vont répondre à des besoins en fonction de cas d'usage et de parcours utilisateur. Donc là, j'en ai mis un certain nombre. C'est pas exhaustif, on peut en mettre beaucoup plus quand on travaille avec ces milieux-là. C'est très, très limitatif. Un peu d'administratif, un peu de maintenance, de la logistique. Très important, la logistique dans un hôpital. On n'imagine pas la quantité de linge sale qui se produit en une seule journée.
Des plateaux techniques, radiologie, IRM et ainsi de suite. Services patients, visiteurs, les gens qui viennent, qui ont le droit de visite entre 9h, midi et ainsi de suite. Et donc voilà. Je ne rentre pas dans le détail, mais on voit qu'il y a... Ce qui est important, c'est que c'est assez complexe à l'arrivée et exhaustif. Énormément de silos, beaucoup de données à travailler, une interopérabilité à soigner pour que ça fonctionne. Là, je vous ai mis un petit peu le pourquoi d'un OnePoint et d'un Cardam ensemble. Donc OnePoint, on est plutôt ESN. Cardam Digital est plutôt connu pour son périmètre intégrateur, éditeur de solutions autour du BIM, du Building Information System, du Building Operation System et autres acronymes que l'on aime bien tous avoir dans ces métiers-là. Nous, on a l'habitude de la pilotage de projets gros et structurants. On a dans notre fibre les sujets de RSE, on a un aspect, on va dire, assez humanitaire. On est évidemment intégrateur de solutions à la base. Et on a un ensemble de personnes chez nous qui sont des spécialistes du domaine. Donc on appelle ça des communautés, mais on a des experts de la santé. On a toute une communauté santé chez Cardam Digital, donc dans une ESN. Chez OnePoint, tu as raison. Qui sont présents et pas que des sujets de data, d'IA, de développement, de cloud et ainsi de suite. Donc on a au sein de nos équipes des spécialistes. Et l'avantage de discuter avec un acteur et d'être main dans la main avec un acteur comme Cardam Digital, c'est que eux, ils ont des solutions, ils travaillent dessus, ils sont sur la R&D et donc quand on arrive avec des besoins et des sujets, ils sont capables de les mettre en œuvre. Donc ça, c'est important. Accessoirement, on est tous les deux présents à la SBA oui. Depuis plusieurs années. Et on essaye de travailler sur des commissions, comme par exemple la commission Smart Hospital, dont on a un représentant dans la salle, que je salue. Et voilà, pour faire simple. Donc on cadre les besoins, ils outillent les besoins, et donc ça fonctionne. Maintenant que j'ai bien pris tout le temps, je vais te passer la main. Merci, Michael. Allez, je passe sur le slide suivant. Juste pour vous rappeler, parce que ça fait le lien, les expertises de Cardam Digital qui ont déjà été évoquées par Michael juste avant. Donc, nous, on intervient sur tout le domaine du smart building, d'une façon générale. Et ce que nous concevons, nous le développons, nous l'intégrons et nous le maintenons. C'est vraiment ça notre positionnement. Nous avons toute la maîtrise aussi des systèmes OT, IT et IoT. Donc ça, c'est très important dans les bâtiments tels que les centres hospitaliers. Avec une grosse maîtrise en interne de toutes les notions de jumeaux numériques, de BIM, de BIS, ainsi de suite. Bon, on est sur le salon BIM, donc ça tombe bien. Et une prise en compte native de tous les sujets de cybersécurité et de sécurité. Donc c'est chez nous by design, ce qui fait qu'en effet, ces sujets-là sont vraiment pris en charge très tôt dans la chaîne. Un focus maintenant vraiment sur le sujet hospitalier, où le BIM et la donnée sont véritablement au centre des projets et du projet qui nous occupe actuellement avec le centre hospitalier de Nantes, mais ça va être vrai sur tous les centres hospitaliers. On retrouve au début une approche centrée sur le BIM, mais qui va immédiatement, qui est pensée pour aller vers le BIM gestion, exploitation, maintenance. On pense souvent au BIM en phase construction, en phase travaux. Or, le BIM a véritablement un rôle énorme à jouer en phase exploitation, maintenance. Donc, on vous montrera à travers des cas d'usage juste après des exemples très précis là-dessus. Ça veut dire exploiter les maquettes numériques au mieux et toute la donnée et enrichir la donnée dite statique par une donnée qui va être dynamique, qui va être temps réel pendant toute la vie du bâtiment. Intégrer bien évidemment tous les systèmes bâtimentaires, Michael en a parlé tout à l'heure, ils sont nombreux dans un centre hospitalier, même très nombreux, avec beaucoup de complexité, mais c'est intégrer tous ces systèmes de façon à collecter toute la donnée et pouvoir actionner aussi tout ce qui est actionnable à l'échelle d'un centre hospitalier. Et tout ça, on le fait pourquoi ? Pas pour la technologie et la beauté de la technologie, parce que ça serait un petit peu dommage, mais c'est vraiment au service des cas d'usage
et des différents parcours. Les parcours soignants, les parcours visiteurs, les parcours malades, les parcours aussi des administrateurs. Je suis allé rapidement sur ces cas-là pour garder du temps, pour vous montrer les cas d'usage réels et concrets que nous sommes heureux de déployer et d'avoir co-conçu avec là un client, donc le CHU de Nantes, que je remercie puisqu'ils sont présents aujourd'hui avec nous. Et ensuite pour laisser un petit peu de temps aussi aux questions-réponses. Ça se lance tout seul, c'est magnifique. Là, ce que l'on vous montre, c'est les interfaces donc, qui vont évoluer encore dans les mois qui viennent, mais est déjà posé le concept avec un portail, avec un point d'entrée unique qui est ensuite par droit accessible. Donc, en fonction des profils, les individus vont avoir accès à des interfaces qui seront dédiées et qui sont bien évidemment paramétrées et spécifiques en fonction de leurs besoins. Ici, un parcours soignant. On voit que le premier intérêt, c'est tout de suite d'avoir de l'information, information sur le bon fonctionnement ou certains dysfonctionnements dans l'hôpital. Une carte interactive, c'est très grand, un centre hospitalier. Hein. Ici, plusieurs bâtiments, multiples niveaux, multiples étages, avec une possibilité de rechercher un lieu, un équipement. Avoir aussi, y compris le temps de parcours, utile dans un bâtiment de cette taille-là. Avec une recherche, vous voyez, très ergonomique, très simple. On change de parcours, on passe sur un parcours technicien. Des notifications pour les techniciens, de façon à ce qu'ils soient immédiatement informés s'il y a un dysfonctionnement sur un appareil. La possibilité pour eux d'aller sur des aspects beaucoup plus techniques, tels que les listes d'équipements, visualiser un équipement en particulier, ici un équipement électrique. En un clin d'œil, en 2 clics, la possibilité de passer sur une vue synthétique, d'aller sur une vue plan, d'avoir les données temps réel de l'élément, donc que ça soit de la température, de la luminosité, des valeurs en pourcentage, toute la documentation, donc les fameux DOE. Un lien aussi, puisqu'on parle de maquette, bien évidemment, vers le BIM gestion, exploitation, maintenance, de façon à visualiser dans la maquette 3D l'élément, pouvoir zoomer, enlever des éléments, ouvrir des portes, ainsi de suite. Toutes les propriétés sont disponibles ici. Donc toute la donnée qui a été collectée pendant toute la vie du projet est disponible. Et dans le cas du CHU, la possibilité de lancer des scénarios. Ça, c'est très important. Par exemple, un scénario alerte attentat. Dans le cas d'une alerte comme celle-ci, automatiquement, il y a un certain nombre d'actions qui vont se déclencher les unes derrière les autres, au niveau de la GTB, au niveau des systèmes techniques, de la fermeture, de l'ouverture des portes, ainsi de suite. Donc ces scénarios sont paramétrés et ensuite sont exécutés simplement en une action. Ici sont présentées aussi toutes les alertes, donc tous les systèmes remontent leurs alertes, les alertes sont concentrées au sein d'un hyperviseur. Voilà ce que l'on voit ici, l'alerte qui est affichée, qui est géocontextualisée sur un plan avec toute l'information liée à cette alerte. On voyait un petit peu l'ampleur du campus du CHU de Nantes au passage. Pour les administrateurs, donc eux ont un rôle bien évidemment qui leur permet d'aller plus loin en termes de paramétrage. Ils ont la possibilité de créer des scénarios, donc de nouveaux scénarios, simplement à la souris, donc sans programmation, et de pouvoir tester leurs scénarios avant de les implémenter ou avant de les mettre à disposition. Toute la gestion, bien évidemment, du reporting, donc très riche, hein, puisque les données sont multiples. Ici, vous allez voir, voilà, à travers un centre de rapport, tous les rapports sont disponibles, organisés, classés en fonction des sujets. Et un sujet aussi très important, c'est la mise à jour du référentiel, puisque le bâtiment il va évoluer, il y aura de nouveaux cloisonnements, décloisonnements, modifications de pièces. Donc tout ce processus est déjà pensé avec, vous le voyez, une automatisation, une semi-automatisation
Modification des plans, soit natif Revit, soit IFC. Et ensuite, le système reconnaît, identifie les modifications qui sont effectuées et va générer, mettre à jour le référentiel, donc la couche bâtimentaire qui nourrit l'ensemble des applicatifs. Ici, le plan texturé suite à la modification est généré. Les rendus sont exportés, les données sont exportées, sont centralisées par la couche de convergence et mises à disposition pour toutes les applications. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'une modification est validée au niveau d'un étage ou d'une pièce ou d'une zone, une fois que c'est validé, cette modification est automatiquement récupérée, contrôlée et mise à disposition pour toutes les autres applications. Il n'y a pas besoin d'intervenir sur l'AGTB, sur le contrôle d'accès, sur ceci, sur cela, sur l'application visiteur, l'application soignant, l'application malade. Tout est automatiquement mis à jour. On a été un peu rapide là, non? On aurait dû faire des petites pauses pour montrer des petites choses. Donc alors, tout à l'heure, quand on a fait la mise à jour, il y avait 2 pièces. Il y a une paroi qui avait disparu et après, vous n'aviez plus qu'une seule pièce. Donc c'était des petites choses comme ça. Quand tu étais sur les parties où il y avait toutes les informations très riches, vous aviez un petit logo pour ceux qui ont reconnu, un espèce de petit cercle bleu. C'est Codra Panorama, c'est la GTB. Donc la capacité à l'ouvrir. Évidemment, dans le cadre d'un hyperviseur, on va faire des connexions vers d'autres outils, que ce soit du Miriac, soit du Carl Source pour la GMAO ou autre, évidemment. L'idée, c'est pas de remplacer toutes ces supervisions, c'est de remonter que ce qui est essentiel au niveau de l'hyperviseur pour alimenter le plus de personnes possible au niveau du CHU. À titre indicatif, c'est l'ensemble du personnel du CHU qui va pouvoir accéder à cet hyperviseur, excusez-moi, et en fonction des droits, à différents accès, outillages différents. Donc ça veut dire entre 13 et 15 000 personnes qui vont pouvoir utiliser cet outil, notamment pour la localisation, pour le parcours d'itinéraire ou des choses de ce type-là. Je me suis permis de revenir Non, mais tu as raison. Et ce qu'il faut voir, c'est que le CHU, enfin ce projet, c'est 200 000 m². Donc c'est beaucoup d'espace. C'est en effet énormément aussi d'équipements, énormément de complexité. Et l'intérêt d'un projet smart, c'est justement de simplifier grandement les choses pour les utilisateurs. Donc c'est vraiment notre enjeu. Si vous avez des remarques ou des questions, si vous voulez revenir sur un point plus en détail, ça sera avec plaisir. Soit là, si vous avez des questions. Du coup, je regarde s'il y a une main qui se lève. Ah, si, je vois une main qui se lève. Je vais vous amener le micro. Bonjour. Voilà, moi j'ai une question qui porte. Voilà, j'ai une question qui porte sur quels sont les logiciels et les plateformes que vous avez utilisées pour faire ce formidable résultat. Est-ce que vous pouvez le dire ou j'imagine que c'est un produit que vous avez entièrement créé pour les besoins du client ou comment ça s'est fait? Vous avez assemblé des briques. Bref, je ne suis pas dans l'IT, je suis architecte, mais c'est par curiosité. Oui, alors on va essayer de ne pas faire une réponse de Normand, mais un peu quand même. Oui. La plateforme, donc c'est notre actif logiciel Cardam Digital. Donc en effet, c'est une plateforme que nous maîtrisons complètement, qui est personnalisée pour le CHU et pour les différents clients, de façon à répondre précisément aux besoins des différents profils. Et on s'appuie sur nos actifs de façon à ne pas avoir un développement spécifique à façon client par client. Donc on a vraiment un cœur qui est déployé et qui est paramétré et qui est personnalisé. Donc ça veut dire qu'on a vraiment la main complète sur tout l'actif logiciel. Pour ce qui est des plans, on s'appuie sur les plans du client, donc soit dans le cas présent de l'IFC, voilà, au standard IFC, mais on sait aussi traiter nativement du Revit. Et pour d'autres clients, on est sur un salon BIM, donc là on parle maquette, mais pour des clients où il n'y a pas de maquette, on sait aussi traiter de la 2D
voilà, du DWG, on sait traiter du PDF, voire rien du tout, et utiliser du nuage de points. Très bien. Merci. Une autre question? Je crois qu'on a été très complet. S'il n'y a plus de questions, ce que je vous propose, c'est au moins de vous inviter à nous rejoindre sur le stand de Cardam Digital pour prendre un verre, voilà, pour continuer à discuter si vous le souhaitez. B86, c'est juste à côté, voilà. Deux portes à côté, en sortant à gauche. En tout cas, merci beaucoup à tous et bonne soirée. Merci Michael. Merci à toi.